Mon intervention, en fait, tend à montrer que, une chose relativement évidente, hein, c'est que la démographie a un effet sur le climat, et tout particulièrement donc, sur les émissions de CO2. Et donc, je vais d'abord vous rappeler quelques chiffres, hein, si vous ne les connaissez pas encore, concernant l'augmentation de la population mondiale. Et donc, voici tout d'abord cette courbe. Je crois que je vais prendre un micro. Ça marche? Oui. Donc, cette courbe d'augmentation de la population mondiale, donc vous voyez que la population est restée relativement stable pendant plus de 1500 ans, aux alentours de 250 millions d'êtres humains. Et puis ensuite, grâce au progrès de l'hygiène et de la médecine, eh bien, la croissance donc, est devenue exponentielle, vertigineuse. Et voyez en pointillé ce qui nous attend. Alors évidemment, hein, quasiment aucune autre espèce ne s'est développée de cette façon. J'ai regardé, il n'y a guère que les poulets qui sont à peu près dans ce nombre, mais ils ne vivent pas très longtemps. Alors si on se concentre maintenant sur les 2 derniers siècles, disons, vous voyez en fait ce qui est surtout intéressant dans ce tableau, c'est la dernière colonne, celle des délais. Il a fallu de l'ordre de 100 000 ans, bon, ça dépend à quel moment on considère que l'être humain est apparu, l'Homo sapiens. Bon. Donc 100 000 ans pour arriver au premier milliard, puis ensuite vous voyez 123, 33, 14, 13, 12, 12. Vous voyez, on est allé de plus en plus vite. Donc vous voyez, là il suffisait de 12 ans pour gagner 1 milliard, alors qu'il en a fallu donc de l'ordre de 100 000. Et vous voyez, sous le pointillé, ce sont les projections, les dernières projections qui datent de cet été. Ben, ça va se ralentir, mais pas si vite que ça, puisqu'on va encore juste mettre 13 ans, puis 14, etc. Donc vous voyez ici quand même cet égrenage des milliards, c'est assez impressionnant. Quelque chose d'intéressant, c'est les 3 milliards en 1960. Alors ici, il doit y avoir pas mal de gens qui sont nés aux alentours, voire même un peu avant. Bon, si on peut espérer vivre jusqu'en 2038, ça fait quoi? Environ 80 ans, eh bien, on aura vu la population multipliée par 3 pendant notre existence. Évidemment, ça ne s'est jamais passé auparavant. Alors, en gros, les personnes nées au XXe siècle auront eu ce privilège, entre guillemets, de vivre pendant l'explosion démographique. Alors, une autre statistique intéressante, vous voyez, tous les jours, la planète accueille 215 000 personnes supplémentaires. Donc, solde de naissance moins décès. Ça correspond à une ville de la taille de Bordeaux, hein, qu'il faudrait éventuellement bâtir tous les jours. Bon, heureusement, la moitié de la population vit encore dans les zones rurales. Alors, vous entendrez parfois dire que le taux de croissance de la population a été divisé par 2 depuis le moment où il est passé par son maximum, en 1968. Alors, c'est exact. Vous voyez, on était à 2,12, là, on est à 1,15, enfin en 2010. Alors certains en ont conclu, hein, souvent les démographes disent, vous voyez, CQFD, le problème est réglé puisque ça a été diminué de cette façon-là. Et en fait, si on regarde la courbe du bas, en fait, tous les ans, vous avez aux alentours de 80 millions d'êtres humains supplémentaires sur la planète. Et vous voyez que, bon, c'est passé par un petit maximum, mais en fait, on est même à la limite un peu plus qu'au moment où le taux de croissance était le plus élevé. Alors en fait, ce qui compte pour la planète, ce n'est pas un taux de croissance, c'est le nombre d'êtres humains bruts qui arrivent tous les ans. Et donc, tous les ans, il en arrive 80 millions, enfin, aux alentours, évidemment. Ici, vous avez donc, jusqu'à maintenant, donc, les chiffres que j'ai donnés, c'est ceux de la projection moyenne, donc la bleue. Alors, cette projection moyenne, en fait, les démographes font l'hypothèse suivante. En 2100, le taux de fécondité moyen sera égal au taux de renouvellement, c'est-à-dire 2,1 enfants par femme. Donc, c'est une hypothèse, bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Et souvent, on préfère, plutôt que le passage des milliards, les 2 années charnières, hein, donc 2050 et 2100. Et donc la dernière projection, celle de 2015, de l'été 2015, on en est à 9,7 milliards pour 2050 et 11,2 milliards pour 2100. Ensuite, vous avez 2 projections, la projection haute, la projection basse, et on rajoute ou on enlève 0,5 enfants par femme. Alors celle où on rajoute 0,5 enfants par femme, j'en parle même pas, c'est catastrophique. La projection basse, elle est très intéressante parce que vous voyez qu'au final, en 2100, on pourrait être quasiment 4 milliards en moins, hein, 3,9. Bon.
Alors vous imaginez que la planète, quand même, ça lui ferait beaucoup de bien si on était 4 milliards en moins que ce qui est prévu par la projection moyenne. Ceci étant, vous voyez qu'en 2100, on serait le même nombre qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est aux alentours de 7,3 milliards. Donc, entre-temps, même en suivant cette projection basse, même en se calant dessus, eh bien, la planète va souffrir quand même. Alors, ce d'autant plus que toutes ces dernières années, les projections ont systématiquement été revues à la hausse. Il y a une actualisation tous les 2 ans, les années impaires, et c'est l'été, pendant l'été. Alors, vous voyez que nous, quand on a créé l'association en 2009, la projection, c'était 9,1 milliards. En 2015, vous voyez, on a déjà gagné 600 millions en projection. Projection de 2100, il n'y en avait pas en 2009. Donc, vous voyez que dans ces 4 ans, on a gagné, entre guillemets, parce que ce sont des projections, mais 1 milliard supplémentaire. Donc, pour l'instant, les choses ne s'améliorent pas. Alors ici, évidemment, on voit la planète, donc milieu aux dimensions finies. Il va bien falloir que cette progression, cette croissance s'arrête un jour. Donc pour une question de place, ça c'est clair, de ressources, voilà, les ressources fossiles, et puis de l'impact, notre impact qui est excessif. Et donc, ici, vous voyez, j'ai mis donc la démographie au centre, et démographie là, qui impacte en fait via le mode de vie à la consommation tous les domaines de l'environnement. Donc, et on pourrait étudier chacun d'entre eux. Donc je les cite simplement, la question de l'alimentation avec la pêche, les terres, la question de l'eau douce, la déforestation qui provoque entre autres une perte de la biodiversité, donc 6e extinction de la biodiversité, les ressources fossiles, donc on puise et on épuise, les pollutions qui sont liées, plus toutes les autres pollutions, et effectivement donc le CO2, donc les émissions de CO2, le problème de l'acidification des océans, et puis donc les problèmes climatiques que je vais voir maintenant, donc plutôt le CO2 d'ailleurs. Alors que le CO2 varie au cours du temps, c'est tout à fait normal. Vous voyez que vous avez une courbe périodique, avec en gros une période de 150 000 ans. Donc tout va très bien, sauf que vous voyez qu'à partir de 1950, on a dépassé les 300 parties par million. C'est-à-dire 300 molécules de CO2 pour 1 million de molécules dans l'atmosphère. Et là, c'est parti en flèche, vous voyez, ça ne redescend plus. Donc là, on voit bien que ce n'est pas normal, il y a un problème. Et donc, si on regarde maintenant sur une période plus courte, donc depuis Jésus-Christ, vous voyez, donc cette courbe, donc du CO2 atmosphérique, on a atteint les 400 parties par million, qui ressemble à s'y méprendre à la courbe d'augmentation de la population. On pouvait s'y attendre. Et donc, encore sur une période plus courte, depuis 1900 jusqu'à 2010, même allure de courbe. Et ce qui va nous intéresser, c'est en bas, là ce que j'ai souligné en rouge, c'est que les émissions globales, donc pendant cette période, 110 ans, ont été multipliées par 16. Dans le même temps, j'ai repris les chiffres de Wikipédia, la population mondiale a été multipliée par 4. Donc on en déduit que les émissions individuelles ont été multipliées par 4. Alors attention, c'est une moyenne. Mais enfin quand même, on voit que l'augmentation de la population et l'augmentation des émissions individuelles sont en fait responsables à part égale. Donc on peut se dire, tiens, mais pourquoi la COP n'en parle pas quand même, si les deux sont responsables? Alors il faut quand même dire, donc je rappelle, c'est une moyenne, et qu'il y a des pays qui émettent moins, qui ont augmenté leurs émissions par moins de 4, et d'autres pays qui les ont augmentées par plus de 4. Mais on voit ici, la population des USA dans la même période, alors hasard, a aussi été multipliée par 4. Alors on peut se dire la chose suivante, si la population des États-Unis était restée stable, eh bien en fait les États-Unis émettraient 4 fois moins de CO2 qu'aujourd'hui. Donc on voit bien que ce soit en moyenne ou même pour les pays qui est considéré comme étant le plus pollueur, finalement on voit bien que la démographie a joué un très grand rôle. Alors évidemment on peut se dire, ça c'est le passé, maintenant il faut se projeter dans l'avenir, il faut essayer d'agir. Certes, mais bien connaître le passé, c'est aussi éviter de reproduire les mêmes erreurs. Et donc de croître de cette façon-là. Alors pour ce qui concerne l'avenir, on regarde déjà ce qui se passe aujourd'hui. Donc ici, vous avez les pays classés par émission de tonnes par habitant.
Donc vous avez un petit groupe de pays, en gros, c'est les pays du Golfe, hein, par le Luxembourg, qui émettent, bon, alors vous avez, en gros, on va dire en moyenne, une vingtaine de tonnes par habitant. Bon. Donc évidemment, ces pays, c'est catastrophique, il faut vraiment qu'ils prennent des engagements. Dessous, vous avez un certain nombre de pays, en gros, les 2/3 des habitants, c'est ceux des États-Unis, donc qui émettent donc, entre 10 et 17, donc 17 tonnes pour les États-Unis. Évidemment, c'est tout à fait excessif. Là aussi, les États-Unis doivent prendre des engagements à la COP. Je ne sais pas s'ils le feront. Apparemment, ils ne veulent pas que ce soit contraignant. Ensuite, vous avez, alors peu importe hein, la liste, donc 33 pays entre 5 et 9 tonnes. Alors, je me suis arrangé pour que la France apparaisse. Alors, vous voyez que la France, évidemment, apparaît assez bas. Ça, c'est grâce au nucléaire. Donc, évidemment, il y a un grand débat sur le nucléaire. Il n'empêche que ce nucléaire, les déchets, il va falloir les gérer pendant des milliers d'années. Donc, à court terme, c'est peut-être bien. À long terme, je ne sais pas. La Chine, donc j'ai mis en rouge aussi. Alors, vous voyez que la Chine est au-dessus de la France en émissions de CO2 individuelles. Mais en réalité, la plupart de ce qui est produit en Chine est consommé est vendu dans le reste du monde, est consommé dans le reste du monde. Donc, ce n'est pas très logique d'imputer à la Chine toutes ces émissions. Et en fait, souvent, on préfère ce qu'on appelle l'empreinte carbone, où là, on déduit le CO2 qui a été émis et qui, en fait, correspond à des consommations des pays occidentaux. Donc, disons, c'est plus juste d'avoir... Et dans ce cas-là, vous voyez qu'en fait, la Chine se trouve avec des émissions... enfin, une empreinte carbone, disons, de moitié de celle de la France. Donc moi, je préfère l'empreinte carbone, mais enfin, en ce qui concerne la COP, c'est là-dessus qu'on travaille, c'est plutôt sur les émissions de CO2. Donc ensuite, vous avez donc toute une série de pays que je vais... Oula, ça y est, je suis perdu là. Voilà, toute une série de pays donc, qui sont entre 1 et 5 tonnes. Et on arrive tout en bas à l'Afrique, enfin, une zone de l'Afrique. Alors vous voyez qu'ici, en fait, tous ces pays sont sous 1 tonne. Et même à la limite, ils sont presque tous sous 0,5 tonnes. Donc toute la liste qu'il y a là, en fait, elle est dessinée. Donc vous voyez, c'est Afrique subsaharienne, sauf l'Afrique australe. Vous voyez qu'il y a des pays qui émettent par habitant 0,1. Alors 0,1, c'est même un arrondi. Hein. Il y en a, ils sont en dessous de 0,1. Alors 0,1, si on compare aux 20 tonnes de moyenne des pays du Golfe, c'est 200 fois moins. Donc c'est gigantesque hein, comme différence. Bon. Alors, et d'ailleurs, globalement, je l'ai mis ici, hein, les émissions de cette zone sont inférieures à celles de la France. Donc certaines personnes vont dire, bah, vous voyez, l'Afrique, il n'y a pas de problème. Hein. Effectivement, on peut se dire, si on voit ça, on se dit, il n'y a pas de problème. À l'instant T, c'est vrai. Le problème, en fait, c'est que ces pays ne vont pas en rester là. Hein. Il y a une marge de progression qui est colossale, en fait. Et c'est ça qui doit nous inquiéter. Alors, la marge de progression, bien sûr, des émissions, mais aussi et surtout de population. Vous voyez que cette région va gagner à elle seule 3 milliards d'habitants. Alors 3 milliards d'habitants, je vous rappelle que c'était, on en a parlé tout à l'heure, la population de la planète tout entière en 1960. Bon. Et ensuite, donc, j'ai fait des hypothèses. Alors imaginons que, là on ne bouge pas, hein, au même niveau, donc les pays, donc ceux qui sont à 0,1 restent à 0,1, 0,2 restent à 0,2. Vous voyez que rien que l'augmentation de la population fait que cette zone correspondra à 3 fois la France. Alors 3 fois la France d'aujourd'hui, pas 3 fois la France de 2100, hein, parce que j'espère qu'on ne sera plus à 5 tonnes par habitant. Donc vous voyez, rien que ça, déjà, bah, on peut se dire, tiens, à quoi ça sert de faire des efforts en France? De toute façon, ce sera bouffé. Ce sera anéanti par... ou alors on se dit, bah, tiens, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Ensuite, j'ai pris le cas de la Namibie. En Namibie, 1,2. Bon, c'est pas énorme. Hein, et vous voyez que déjà, on est supérieur à l'UE, à l'Union européenne. Alors après, j'ai choisi le cas de l'Angola. Là, on est 1,4. Bon, ben là, on passe aux USA. Le Botswana, donc on est à l'UE plus les USA. Bon, la moyenne mondiale, j'en parle même pas, parce que là, quand même, la moyenne mondiale, elle aura descendu d'ici à 2100. Forcément, d'ailleurs, parce que de toute façon, il risque de plus y avoir grand-chose à émettre. Bon. Mais donc, vous voyez qu'ici, on a un potentiel, à cause de ces 3 milliards qui sont prévus, qui est énorme, en fait. Et puis aussi, le fait qu'on soit très bas, qu'on parte de très bas et que forcément, on va monter.
On va monter d'autant plus que l'Afrique actuellement, donc depuis 2010, en fait, a un taux de croissance de 5% en moyenne. Et vous voyez, quand on lit cet article, l'Afrique, c'est la Chine des années 90, bon, ben, ça fait peur. Hein. Alors, ceci étant, il ne faut pas s'acharner sur l'Afrique. Et donc, vous voyez, j'ai mis ici, en fait, les gains de population d'ici à 2100. Donc voilà, tout à l'heure, hein, c'était ça partait de 2011, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas les 3 milliards. Bon, enfin, en gros, ça fait 3 milliards, avec, disons, 3 milliards 200 et quelques. Vous avez les gains de population, donc c'est 500 millions d'habitants donc, sur l'Asie. Et donc, je me suis intéressé au cas des États-Unis qui vont gagner encore 130 millions d'habitants. Alors, vous voyez, il y a un plus et un moins, c'est-à-dire que la baisse de l'Europe va compenser, ou l'inverse, l'augmentation de l'Amérique du Sud. Donc, ces 130 millions d'habitants, ben, on va regarder un peu ce que ça peut provoquer. Donc, vous voyez les États-Unis. Si ces 130 millions d'habitants, si on reste au niveau d'émissions actuelles des États-Unis, donc on ne restera pas, hein, mais donc c'est vraiment le maximum. Donc, vous voyez, ça correspond à 7 fois la France. Bon, donc là, c'est catastrophique. Si on passe à 10, bon, ça, je pense que les États-Unis descendront à 10, ça correspond à 4 fois la France. Si on arrive aux émissions de la France, donc 5 tonnes par habitant, vous voyez qu'on est à 2 fois la France. Donc là aussi, alors là, c'est l'autre cas extrême, hein, c'est-à-dire c'est une population qui augmente quand même, hein, 130 millions, ce n'est pas négligeable, mais surtout qu'il y a de très fortes émissions individuelles. Donc vous voyez qu'il y a un peu les deux cas extrêmes, en gros, c'est l'Afrique et les États-Unis. Voilà. Moi, je pense que je vais arrêter là parce qu'ensuite, je parle un peu d'éventuelles solutions, si tant est qu'il en existe, qu'on peut mettre en œuvre, disons, il en existe, mais qu'on puisse les mettre en œuvre. Et donc, je vais passer la parole à Yves Cochet. Voilà.